Bonjour chers frères et sœurs, nous poursuivons notre série de vidéos sur la Confédération Ashanti. Nous avons vu que Osei Tutu, qui est à l'origine de la naissance de la Confédération Ashanti, est mort en 1717. En 1717. Et son décès va créer un trouble dans la Confédération. Parce qu'il y a eu des mésententes à propos de son successeur. Qui il fallait choisir? Je vous ai expliqué que, selon les traditions Akan, toutes les femmes nobles, c'est-à-dire Odéchies, nobles, du lignage royal Oyoko, puisque la famille royale Ashanti est Oyoko, leurs fils peuvent être candidats au titre de roi de la Confédération Ashanti, c'est-à-dire d'Asantehene. Et donc, ils ne se sont pas entendus sur le choix opéré. Et donc, il y a eu des affrontements. Les documents hollandais en parlent, les sources hollandaises en parlent. Il y a eu des affrontements entre les partisans d'Opoku Ware, ceux qui étaient pour la candidature d'Opoku Ware, et ceux qui étaient pour soit Dakon, soit Boakwatia. Il y a eu des affrontements. Et finalement, ce sont les partisans d'Opoku Ware qui ont eu la victoire. C'est ainsi que les futurs Baoulé Assabou, qui eux étaient pour Dakon, ont quitté l'Ashanti massivement et sont venus se réfugier dans l'Aouine, un pays Agni donc, un royaume qui était déjà en guerre contre l'Ashanti. Je vous ai parlé justement de cette guerre et de la trêve qui s'est opérée en 1716 parce que Osei Tutu ne voulait pas que ses troupes se battent sur deux fronts. Voilà. Nos ancêtres savaient qu'il ne faut pas se battre sur deux fronts. Hitler et puis les nazis là n'ont pas compris ça. Voilà. C'est là on voit qui sont les vrais stratèges militaires. Et ça, les documents hollandais sont clairs. C'est pour cela que je ne comprends pas comment il se fait que l'historiographie ghanéenne place l'accession d'Opoku Ware au trône Ashanti en 1720. Je trouve que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les documents hollandais prouvent que déjà, dès 1718, Opoku Ware est victorieux. Il est victorieux. Et les Ashanti reprennent leur guerre contre les Akim. Ils ne pouvaient pas reprendre efficacement cette guerre contre les Akim sans qu'il y ait un roi à leur tête. C'est pour ça que moi, je place l'accession d'Opoku Ware au trône des Ashanti en 1718. Et pour moi, c'est fondamental. À moins qu'ils veuillent tenir compte de ce que les Ashanti appellent le couronnement. Parce qu'au sein des Akans, les Ashanti seuls font ce qu'on appelle le couronnement. Qu'est-ce que ça dit? En principe, dans les traditions Akan, quand un roi est intronisé, on lui remet aussitôt le siège principal sur lequel est fondé le royaume. Mais les Ashanti, eux, quand leur roi est intronisé, ils ne lui remettent pas automatiquement le siège. Ils attendent en moyenne 1 an. Comme si le roi est en observation. C'est après 1 an qu'on lui remet alors officiellement le Sikadia Kofi, c'est-à-dire le trône d'or des Ashanti. C'est après 1 an. Mais est-ce que, concernant Opoku Ware, vu qu'il y a eu une guerre civile, est-ce qu'ils auraient attendu 2 ans pour lui remettre le trône? Mais il faut savoir, et ça je suis formel, grâce aux sources hollandaises, on sait déjà qu'en 1718, les Ashanti reprennent la guerre contre les Akim. Et ça, ils ne pouvaient pas le faire sans qu'il y ait un Asantehene à leur tête.
C'est pour ça que je place l'accession de Opoku-Ware au trône en 1718. Et cette guerre contre les Achim, Achim Abouakwa, Achim Kotoku, et puis les Dankira qui continuaient de résister, a duré de 1718 à 1721. Ça a été une guerre très dure. Mais entre-temps, il va se passer un événement douloureux pour les Ashanti en 1718. Et là aussi, ce sont les sources hollandaises qui permettent de dater cet événement-là. Au moment où les Ashanti guerroyaient contre les Achim, en 1718, les Agni, les Aouin vont rompre brusquement la trêve qui a été conclue en 1716. Et c'est ainsi que le chef d'état-major de l'armée Aouin, que les traditions orales appellent Abri et Molo, en Agni on l'appelle Abri et Molo, mais donc dans les documents hollandais il est appelé Ebri Moro. C'était le chef d'état-major de l'armée Aouin au service du roi Anoasma. Il a rompu la trêve et il est parti avec l'armée Aouin attaquer l'Ashanti. Et l'Ashanti était sans défense, puisque les guerriers Ashanti guerroyaient à l'est contre les Achim. D'ailleurs, le premier roi du Ndénia, c'est-à-dire de l'Indénié, le royaume d'Abangrou, qu'on appelle Ayi Abaye, a participé à cette expédition. Et les Agni vont faire 20 000 prisonniers, des femmes et des enfants Ashanti pour la plupart, qu'ils vont ramener en Aouin. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit que quand on étudie le peuplement, il faut faire attention. Le peuplement est complexe. Tous ces 20 000 Ashanti là, femmes et enfants là, ils n'ont pas eu de descendants au sein des Agni? Si, bien sûr. Et donc, c'est à la suite de cet événement que les Ashanti vont apporter des réformes à leur système militaire, à leur système de défense. Parce que traditionnellement, chez les Akans, il y avait 3 unités militaires. Leur système militaire était constitué de 3 unités. Il y avait l'avant-garde, qu'on appelle Adonten en Tui. Mais au sein des Adonten, il y a des éclaireurs qui sont souvent des chasseurs professionnels. On les appelle Toafo. Les éclaireurs sont les Toafo. Et puis, il y a l'aile droite, qu'on appelle Nifon, et l'aile gauche, qu'on appelle Benkoum. Chez les Agni, l'aile droite, c'est Fama, l'aile gauche, c'est Bé, et puis l'avant-garde, c'est Atimbole. Les Ashanti, Opoku-Ware, qui était un grand stratège militaire, d'ailleurs on lui reconnaît cela, c'est pour ça qu'il avait le titre de Katachier, c'est-à-dire guerrier intrépide. Il va créer l'arrière-garde, qu'on appelle Achédom, mais qui vient de l'expression tue, Achédom, c'est-à-dire l'armée de l'arrière. C'est Opoku-Ware qui a mis en place cette réforme militaire-là. Et avec l'armée de l'arrière, on crée encore une unité spéciale qui, elle, reste dans la capitale. Là où est le roi, la capitale. Et cette unité militaire qui reste dans la capitale pour défendre la capitale en permanence, même quand les troupes vont en guerre, en expédition, cette unité spéciale est appelée Ankobia. Ça vient de l'expression Unkobibia, l'expression en cuit, Unkobibia, tu ne vas nulle part. D'ailleurs, on a vu les Brondjama, aujourd'hui, ils ont la province Angobia, et puis ils ont la province Achédom. Mais en fait, cette réforme militaire-là est venue des Ashanti du roi Opoku-Ware. C'est en 1721 qu'Opoku-Ware
et les Ashantis parviendront à vaincre finalement les Achim et à les soumettre. Donc vous voyez, le projet de société assanté, raison de guerre, progresse. Maintenant, ils ont soumis l'Achim Abouakwa et l'Achim Kotoko. Et maintenant, ils ont brisé l'élan de tous les Dankira qui ne voulaient pas se soumettre et qui voulaient continuer la guerre. C'est en ce moment-là qu'à partir de 1721, les Ashantis, leurs troupes, plus de nombreuses unités auxiliaires des royaumes vassaux, c'est-à-dire des Achim, des Bono de Wanti, des Dankira vaincus. Toute cette coalition-là d'armées va fondre sur Laouin en 1721. Et c'est en 1721 que Laouin va être vaincu. N'oubliez pas qu'en temps, les futurs Baoulé Assabou s'étaient réfugiés en Laouin. Donc, je vous le rappelle. D'ailleurs, étant des Ashantis au départ, donc parlant le Twi Ashanti, c'est en étant en Laouin qu'ils vont abandonner le Twi Ashanti pour parler le Baoulé actuel, qui n'est en fait qu'une variante de la langue Agni. Il y a une intercompréhension parfaite entre l'Agni et le Baoulé. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Et, entre-temps, il ne faut pas oublier, au moment des affrontements en 1721 contre Laouin, les Sahié, notamment Sahié Huyosso, qui étaient des royaumes vassaux, notamment Sahié Huyosso et puis Sahié en Huyasso, qui étaient des royaumes vassaux de Laouin, donc qui servaient le roi Ano Assama, vont retourner leurs vestes. Ils vont se mettre du côté de l'Ashanti pour attaquer Laouin, les suzerains. C'est ainsi que finalement, les Sahié vont eux aussi devenir, du moins le Sahié Huyosso et le Sahié en Huyosso vont devenir des royaumes vassaux de l'Ashanti. D'ailleurs, une bonne partie des terres Aouin, notamment qui étaient au nord du Sahié, cette zone qu'on appelait Ahafo, et qui était territoire Aouin sous le contrôle du roi Noasma, va être purement et simplement annexée par le roi Opoku-Ware. Cette zone-là, l'Ahafo, va devenir un territoire Ashanti. Et les Ashantis vont migrer dans cette zone, vont implanter des populations dans cette zone-là, l'Ahafo. D'ailleurs, qui fait partie aujourd'hui de l'administration, de la zone administrative de la République du Ghana qu'on appelle Brong-Ahafo. Et donc, quelle autre mesure encore que Opoku-Ware prend? Il décide de stationner des unités militaires en plein territoire Aouin pour surveiller en permanence les Aouin, puisqu'il s'est rendu compte que ce sont des guerriers farouches eux aussi. Non seulement ils usaient très bien des fusils, c'était de véritables fusiliers, mais aussi ils avaient des unités militaires qui savaient utiliser des flèches empoisonnées. Et ces flèches empoisonnées ont fait beaucoup de dégâts au sein de l'armée Ashanti. C'est ainsi qu'il va demander à certains guerriers Ashanti, notamment venus principalement du royaume confédéré de Djoaben, de créer la zone militaire de Dadiesso. Et c'est ceux-là qui vont finalement devenir les Agni Suamra. Opoku-Ware leur avait dit, vous êtes des Ashanti, mais je sais que je vous demande de vous implanter en zone Agni pour surveiller les Agni pour qu'ils restent soumis. Mais je sais que vous serez influencés par eux. Mais je vous le dis, Suamamre, c'est un terme qui veut dire n'oublie pas la coutume,
Rappelle-toi des traditions. Et en Agni, cela se dit sur Amara.